On se pose souvent la question, pourquoi les hommes et les femmes se comportent-ils de manière si différente? Que ce soit en amour, au travail, partout en fait. Et si la réponse se trouvait, non pas seulement dans notre culture, mais bien plus loin, dans notre lointain passé évolutif. Aujourd'hui, on va explorer une perspective scientifique qui est aussi fascinante que, disons-le, controversée. Cette citation, elle est assez provocatrice, hein. C'est celle de l'auteur Peggy Sastre, et elle pose direct notre thème central. Et si, au fond, reconnaître nos différences au lieu de vouloir les effacer à tout prix, c'était la clé pour mieux se comprendre? Alors, soyons bien clairs, notre but ici, c'est d'examiner de façon neutre les arguments de la psychologie évolutionniste tels qu'ils sont présentés dans la source. Ce n'est pas un jugement, c'est vraiment une exploration d'une théorie pour voir ce qu'elle propose. Alors pourquoi cette approche fait-elle autant de débat? Eh bien l'auteur, elle dénonce ce qu'elle appelle un mur d'ignorance volontaire. Selon elle, les explications biologiques des différences entre les sexes seraient mises de côté, voire censurées, pas pour des raisons scientifiques, mais simplement par peur de la polémique idéologique. Ok, plongeons au cœur de la théorie, les stratégies de reproduction. L'idée de départ est assez simple. Pendant des milliers et des milliers de générations, les hommes et les femmes n'ont pas du tout fait face aux mêmes défis pour s'assurer d'avoir une descendance. Alors, quels critères de sélection inconscient ça a bien pu créer? Là, on voit bien deux logiques complètement différentes. La théorie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle postule que les hommes, qui ne sont jamais sûrs à 100% de leur paternité, auraient été en quelque sorte programmés pour repérer les signes de fertilité. La jeunesse, la santé. De l'autre côté, les femmes, qui portent le coût énorme de la grossesse, auraient développé une sélectivité extrême, en privilégiant des partenaires capables de protéger et d'investir des ressources. Et ça, c'est vraiment le point crucial. C'est un changement de perspective total. Ces comportements qu'on a tendance à juger moralement, eh bien, ils sont réinterprétés. Ce ne sont plus des défauts de caractère, mais des adaptations hyper logiques à des défis de survie et de reproduction qui se sont posés pendant des millénaires. Mais cette logique, elle ne s'applique pas qu'à la séduction, loin de là. Elle vient aussi bousculer notre vision de la société. Et si le fameux patriarcat n'était pas juste une histoire de domination pure et simple, mais quelque chose de bien plus complexe? L'idée ici, c'est que nos sociétés ne seraient pas le fruit d'un grand complot masculin. Elles seraient plutôt le résultat d'une sorte de négociation. Des règles comme le mariage, par exemple, seraient apparues pour canaliser une compétition masculine qui pouvait être destructrice et pour répondre à une sélectivité féminine qui, sinon, aurait pu mettre un frein à la reproduction. C'est un compromis en quelque sorte. Cette métaphore, elle est géniale pour illustrer la critique de Sartre. Elle trouve que c'est une vision beaucoup trop simpliste de l'histoire. Pour elle, la réalité des relations de pouvoir entre les sexes ressemble bien plus à une négociation permanente et complexe qu'à un simple récit manichéen de domination. D'accord. Mais comment ces instincts qui ont été forgés dans la savane peuvent-ils bien survivre dans notre monde hyper moderne, hyper numérique? Le décor a complètement changé, c'est sûr. Mais notre cerveau, lui, a-t-il vraiment suivi? Prenons un exemple que tout le monde ou presque connaît. L'expérience sur les applis de rencontre. Elle est radicalement différente selon qu'on est un homme ou une femme. Pourquoi? Eh bien, la psychologie évolutionniste a sa petite idée là-dessus. Alors là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est assez frappant. On a les hommes qui likent en masse et de l'autre côté, les femmes qui sélectionnent de manière extrêmement stricte. On voit bien les deux stratégies, hein. D'un côté, on maximise ses chances, de l'autre, on filtre à fond. En fait, c'est la même logique fondamentale qui est à l'œuvre. Le coût de la reproduction n'est pas le même. Donc, les stratégies ne sont pas les mêmes. Le marché numérique, avec son choix qui semble infini, ne fait qu'amplifier ce mécanisme ancestral à une échelle qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et cette grille de lecture, on peut l'appliquer à plein d'autres phénomènes. Les réseaux sociaux, ils deviennent une sorte de vitrine mondiale pour nos atours reproductifs. Le masculinisme, vu comme la réaction d'hommes un peu perdus. Et même les jouets genrés, ils seraient le reflet de préférences innées, préparant à des rôles différents dans le soin ou l'exploration. Bon, maintenant, on va aborder ce que la source présente comme la découverte la plus contre-intuitive et peut-être la plus dérangeante pour les théories classiques du genre, le fameux paradoxe scandinave. La question a l'air simple. On pourrait logiquement s'attendre à ce que dans les sociétés les plus égalitaires au monde, les choix des hommes et des femmes finissent par converger, par devenir presque identiques. Mais, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Et voilà le cœur du paradoxe. C'est complètement contre-intuitif. Mais plus une société devient libre et égalitaire, plus les choix des hommes et des femmes, au lieu de se ressembler, eh bien, ils se différencient, ils s'écartent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même avec un accès totalement égal à l'éducation, on voit toujours massivement les hommes aller vers l'ingénierie et les femmes vers les métiers du soi. La conclusion tirée par cette théorie est assez saisissante. Loin d'effacer les différences, la liberté permettrait en fait à nos préférences profondes de s'exprimer encore plus librement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? L'argument qui est présenté, ce n'est pas de dire que la biologie dicte tout. Attention, c'est plutôt qu'elle est un facteur qu'on ne peut pas juste décider d'ignorer.
Ça, c'est une distinction qui est absolument essentielle. Expliquer les origines possibles d'un comportement, ce n'est pas du tout la même chose que le justifier ou dire qu'il faut continuer comme ça. C'est un outil d'analyse, pas un programme politique. Ça décrit, ça ne prescrit pas. L'idée finale, c'est que la connaissance, c'est un pouvoir. Pour construire une société plus juste, il faudrait peut-être comprendre toutes les forces qui sont en jeu, y compris notre bagage biologique, plutôt que de faire comme s'il n'existait pas. En fin de compte, l'argument est très pragmatique. Si on ignore ces tendances de fond, on risque de créer des politiques qui tombent à plat, qui sont inefficaces. Par contre, si on les comprend, on se donne une chance de construire des solutions qui marchent vraiment parce qu'elles tiennent compte de la nature humaine. Tout ça nous laisse avec une question assez fondamentale finalement. On vit avec un cerveau qui a été forgé pour un monde qui n'existe plus, mais en même temps on aspire à des idéaux d'égalité, de liberté. Cette tension entre notre nature héritée et nos aspirations culturelles, c'est peut-être le plus grand défi de notre époque. La question, elle, reste ouverte.